Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Des lots importants et difficiles pour la Direction générale de la protection civile. C'est un geste de la France et de l'Union européenne pour renforcer l'efficacité de la direction et lutter contre le virus Ebola. Adoption ce mardi par l'Assemblée nationale du calendrier de la loi de finances rectificative. Objectif contrôler la gestion budgétaire de l'État. Et puis, sport, le Sini de Guinée va affronter ce mercredi les Black Stars du Ghana. Un match décisif pour la Guinée et les avis divergent là-dessus. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi sous réserve de proposition le calendrier de la loi de finances rectificative. Ce projet de loi va permettre aux députés de contrôler la gestion budgétaire de l'État. C'est les Diallo. Améliorer la gestion budgétaire de l'Assemblée nationale est à ce jour au centre des préoccupations des députés à l'hémicycle. Depuis près de 2 mois, ces députés travaillent d'arrache-pied pour la mise en place de ce projet. C'est pourquoi le calendrier de la loi des finances rectificatives a été adopté par la majorité des députés présents à l'hémicycle. Il faut comprendre qu'il y a 2 volets. Il y a un premier volet qui concerne la loi des finances rectificatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des dérapages dans l'exécution du budget 2014 à cause de la fièvre Ebola. Il y a eu des aides dont on a commencé à utiliser qui n'étaient pas prévues dans la loi. Donc l'Assemblée a le devoir et le droit de recevoir ces modifications parce que c'était une loi et de valider le recadrage de cette loi initiale qui a été votée par le CNT en décembre passé. En deuxième phase, nous allons examiner la loi des finances initiale pour l'année 2015. Dans ce projet de loi, il est prévu de payer des voitures de service pour tous les députés dont la paye se procédera comme suit. Pour ce qui est des véhicules qui doivent être payés pour l'Assemblée, non seulement pour le bureau de l'Assemblée qui sont des véhicules de fonctionnement, et ensuite les bureaux que les députés auront en charge à 50% pour le paiement, le remboursement du prix de ces véhicules, une partie des 50% supportés par l'État et les 50% que les députés même vont débourser sur leur salaire. Les députés de l'opposition se disent satisfaits de l'adoption de cette loi. Nous sommes satisfaits parce que les amendements ont été acceptés, les corrections doivent être faites et ensuite redistribuées aux différents députés pour que ça puisse rentrer en application. Plusieurs députés étaient absents à cette plénière, notamment ceux de la mouvance présidentielle. Et pour remédier à ces cas d'absence, Claude Korik-Kondiano a promis pour les prochaines plénières de geler la prime de tous ceux qui seront absents, car pour lui, cette option paraît être la meilleure. Les contraintes juridiques et financières liées à l'organisation des élections municipales en Guinée sont désormais résolues par la Commission électorale nationale indépendante. Les électeurs pourraient s'acquitter de leurs devoirs civiques avant la fin de l'année 2014. Mais l'annonce de la CENI est faite à un moment où la classe politique est à couteau tiré sur la tenue de cette échéance avant la présidentielle de 2015. C'est un dossier politique signé Mfani Gilavouki. Les élections communales auront bel et bien lieu avant la fin de l'année, selon la CENI. Pour l'heure, elle se méfie de donner une date précise. Les communales vont se passer en 2014. S'il n'y a pas un cas de force majeure, il faut le préciser, parce que nous vivons des périodes très très difficiles pour notre pays aujourd'hui. Nous voyons les aspects politiques peut-être, mais il y a un aspect plus grave. Il y a une épidémie qui sévit dans notre pays. Nous ne souhaitons pas. Mais s'il y a des cas de force majeure, nous serons obligés d'éviter tout regroupement de citoyens. Une rassurance, un défi, mais une interrogation. Ebola, le virus redoutable qui s'invite dans la politique, sera-t-il vaincu avant le mois de décembre? La question reste sans réponse. Néanmoins, les contraintes juridiques et financières qui pouvaient retarder la tenue du scrutin sont résolues selon le directeur des opérations de la CENI. Différence qu'il y a entre le code des collectivités locales et le code électoral, la constitution, le code électoral, elles sont quasi levées. On ne demande qu'une chose aujourd'hui, organiser une réunion avec les partis politiques. Voilà le fruit de nos réflexions.
on les partage ensemble, voilà une copie, allez, nous vous donnons 3 à 4 jours, une semaine pour nous faire par écrit vos recommandations. L'aspect financier n'est pas un souci dans la mesure où le gouvernement a résolument dit définitivement que des élections seront prises en charge intégralement par le budget national. Il reste quoi? Sortir les listes électorales. En attendant cette liste, la question du couple Waymark Sabari Technologies alimente les débats politiques. Le feuilleton, en attendant, est loin de livrer ses derniers secrets. La CENI, de son côté, opte pour le respect au pied de la lettre des lois. Je ne suis pas appelé à me prononcer sur le cas spécifique de qui que ce soit en cette matière. Je me contente de vous dégager les principes que veut la loi. Je n'écarte personne, je n'inclus personne, je n'incrimine personne. Je vous dis simplement que c'est un appel d'offres international ouvert. Toute personne qui n'est pas exclue par la loi, toute personne qui n'est pas exclue par les jugements des tribunaux, toute personne qui n'est pas en faillite ou qui n'a pas commis d'autres fautes particulières qui puissent l'amener à l'exclusion peut concourir. La CENI se livre à une course à la montre dans le processus électoral, mais coup de théâtre. Ces actions ne font pas unanimité au sein de la classe politique, laquelle est à couteau tiré sur le travail des commissaires. Nous sommes tous représentés à la CENI. La mouvance est là, l'opposition est là. Si ceux-ci prennent une décision, cette décision s'impose à nous. Si on n'a pas confiance encore à sa propre belle-sœur que toi-même tu as envoyée, ça ne va plus. Qu'est-ce qui reste maintenant à ces leaders-là? C'est de dire non, attendez, Balin, Sidia, Kouyaté, mettez-les à la tête de la CENI. Cette CENI ne mérite plus ni respect ni considération de la part de personne. Quand je dis la CENI, je parle de l'ensemble des commissaires de la CENI, de l'opposition et de la mouvance. Parce que M. Bakary Fofana dirige la CENI avec un bras de fer. C'est lui qui prend des décisions. Les autres commissaires ne sont pas consultés. Le jour où nous allons nous préparer pour faire une manifestation, nous allons manifester sous la CENI. Nous allons les chercher du premier au dernier parce qu'il est hors de question que nous acceptons que cette CENI, qui devait être une CENI indépendante, qui devait travailler avec les partis politiques, nous allons démontrer que nous n'accepterons pas. Pas question de créer une nouvelle CENI technique, selon certains commissaires de la CENI. Ces derniers sont déterminés à porter des gilets pare-balles contre l'air de tracteur. Et le scénario pourrait accoucher d'un nouveau bras de fer politique. Les 25 secrets pour faire des recherches sur l'Internet, c'est l'une des thématiques d'une formation entamée ce mardi dans la commune de Matam. C'est une initiative du mouvement des Jeux de la promotion de la paix et la non-violence. Nene Oumoubade. Former la jeunesse guinéenne en technique informatique liée à la nouvelle technologie de l'Internet, c'est l'objectif que vise le mouvement des jeunes de la promotion de la paix et la non-violence. Lancée mardi dans la commune de Matam, cette formation va être bénéfique à plusieurs jeunes de cette commune. Nous avons lancé une formation en faveur des jeunes guinéens liée à la science. Donc ce sont les techniques de recherche de l'information scientifique. Nous voulons montrer aux jeunes guinéens la possibilité d'avoir des sources d'information pour apprendre les sciences et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour permettre aux jeunes de comprendre le nouveau monde, le monde de l'innovation. De nos jours, plusieurs écoles et universités sont fermées à cause de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Pour Abdourahmane Baldé, on peut apprendre de plusieurs manières, notamment à travers les écoles mobiles. Aujourd'hui, nous vivons le cas de Ebola. C'est une situation où les universités sont fermées, où les lycées sont fermés. Alors en ce moment-là, nos jeunes risquent de désapprendre. Nous devons donner des écoles aux enfants. Des écoles mobiles existent aujourd'hui dans l'Internet. Vous avez vu la bibliothèque du Congrès américain. Vous avez vu des possibilités de rester à la maison et d'apprendre dans n'importe quelle bibliothèque du monde. Et donc nous pensons que la Guinée court un risque. Nous ne pouvons pas agir en faveur de notre nation lorsque nous ne sommes pas informés. Nous devons avoir l'information, c'est la matière première de tout développement. Une initiative que saluent les participants. Je remercie les organisateurs qui nous ont donné la chance de venir voir encore une nouvelle technologie en place. Vraiment, c'est comme si depuis notre naissance qu'on n'a rien vu de la science.
Mais c'est maintenant là qu'on a ouvert la grande porte pour au moins comment faire les recherches, rester à la maison, connaître ce qui se passe en Occident et même dans ton pays. L'ONG compte démultiplier cette formation dans les autres communes et à l'intérieur du pays dans les jours à venir. La France et l'Union européenne ont livré ce mardi de importants lots de matériel à la Direction générale de la protection civile de la République de Guinée. Il s'agit d'un lot d'instruction au sécurisme et de 10 pick-up. Ce geste entre dans le cadre du projet de renforcement de l'efficacité de la protection civile en Guinée. Sarah Kamara. Ces matériels d'une valeur de près de 2000 € vont pouvoir permettre au corps des sapeurs-pompiers ainsi qu'aux unités de protection civile de renforcer leurs capacités opérationnelles, ce pour accroître son rayonnement et contribuer à une meilleure efficacité globale. On a travaillé sur différents axes. Le premier, ça a été la formation, puisqu'il y avait un gros besoin de formation des agents, que ce soit dans le domaine du secourisme, dans le domaine de la lutte contre les incendies essentiellement, et également un effort d'équipement. Donc on a réussi à fournir un niveau d'équipement en matériel et en véhicule qui permet d'accroître sensiblement le nombre des interventions. Pour une durée totale de 35 mois, ce projet a débuté en août 2013 et devrait s'étendre jusqu'en juillet 2016. Il s'agit entre autres du renforcement de la brigade des sapeurs-pompiers à Conakry en améliorant les capacités dans le domaine du risque courant, mais aussi créer des unités de protection civile dans les principales grandes villes afin de réinvestir l'intérieur du pays et assurer une meilleure couverture opérationnelle dans le cadre des actions de secours au profit des populations. La grande satisfaction, c'est de constater qu'aujourd'hui, ces unités, en moins de 2 ans, elles existent désormais, elles sont opérationnelles, elles sont bien entraînées, elles ont des équipements qui leur permettent de remplir leur mission. C'est une grande fierté et la Côte d'Ivoire est venue récemment en fait s'inspirer de la façon dont la Guinée met en place une force de protection civile. Dans le souci de mieux servir les populations, le ministre de la Sécurité estime que le renforcement de l'efficacité de la protection civile reste primordial. Cette Union européenne, avec l'appui de la France, met encore à notre disposition 10 pick-up et beaucoup de matériel. Tout cela pour nous permettre de nous qualifier dans notre travail. Encore une fois, tous nos remerciements. Engagés entre la Guinée, la France et l'Union européenne, ces dons s'inscrivent dans un projet structurel à long terme. Il vise à rendre à la protection civile guinéenne ses capacités d'intervention pour protéger les populations face à tout type de risque. Formées et équipées, ces unités seront bientôt déployées à l'intérieur du pays. Objectif apporter leur contribution dans la lutte contre le virus Ebola. Suivez. Ces unités-là qui existent maintenant, on est en train de les former, on leur remet des équipements spécifiques pour les déployer dans quelques semaines sur le terrain en Guinée forestière, de façon à ce qu'elle apporte une contribution décisive à la lutte contre le virus Ebola. Donc aujourd'hui, c'était une grande satisfaction pour l'Union européenne en tant que partenaire, pour la France qui est aussi partenaire sur ces projets, et évidemment pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à qui il incombe de faire tout ce travail, de mettre en place ces unités. La première contamination du virus Ebola est partie d'un patient venu de Kenema en Sierra Leone. Il a contaminé un médecin qui à son tour a propagé la maladie. Au début, elle était méconnue des Guinéens depuis plusieurs mois. Une bataille est lancée en vue de bouter hors du pays l'épidémie. Elle devrait prendre en compte de stratégies, notamment la lutte contre le virus et le renforcement des capacités des structures sanitaires à travers le pays. Telle est la vision du président de la République que je vous invite à suivre. Pourquoi l'Ebola s'est développé? Le médecin à Guéguédougou a soigné un malade. Il est tombé malade. Il est parti chez son collègue médecin à Massanta. Tous les deux sont morts. Les gens les ont accompagnés. Mais comme on n'avait pas de laboratoire de Pasteur, donc on a mis du temps. Entre-temps, un malade est venu à Kipé. Comme les médecins ne savaient pas, ils ont soigné ça après, qu'on est obligé d'envoyer à Dakar. Et c'est à ce moment qu'on a su. Alors que si on avait un laboratoire, dès que les deux sont morts, on aurait pu suffire que l'Ebola, il aurait suffi seulement d'isoler la sous-préfecture, comme le Congo-Brazzaville l'a fait avant. Il y a eu l'Ebola plusieurs fois, ils ont isolé. Mais quand vous donnez à manger aux gens, c'est ça qui a fait donc renforcer notre système. On doit en profiter pour renforcer deux choses: notre système sanitaire et notre système de l'éducation. Vous savez qu'on n'a pas assez d'universités publiques, on gaspille beaucoup d'argent dans les universités privées.
Très souvent, n'importe quel ministre qui vient ou directeur général de l'université privée qui n'a aucune capacité, qui forme des étudiants qui n'ont aucun niveau. Donc, il faut que nous profitons de cela pour renforcer sérieusement notre système de santé, non seulement à Conakry, mais dans le du pays, pour que désormais, quelle que soit la maladie, que ce soit le méningite ou n'importe quelle maladie, que nous soyons en mesure tout de suite de détecter et d'avoir les moyens de faire face. Événement de Womé, les organisations de défense des droits de l'homme prennent position. C'est sous ce thème que les organisations ont tenu ce mardi une conférence de presse à la Maison commune des journalistes. Objectif, condamner avec la dernière énergie les événements qui se succèdent à Womé, Idiatou Diallo, Aminatou Diallo. Les organisations de défense des droits de l'homme ont tiré la sonnette d'alarme sur la tragédie de Womé à travers une conférence de presse qu'ils ont tenue à Conakry ce mardi. Ces organisations fustigent le rôle que jouent les autorités guinéennes dans cette crise et attirent l'attention du gouvernement sur la stigmatisation que fait l'objet la région forestière en général et Womé en particulier. Ils demandent à ce que justice soit faite dans les règles de l'art. Nous estimons que la répression aussi, qui est surtout une réponse judiciaire qu'on devrait réserver à cette affaire, la répression sans rimer doit reposer sur le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des personnes. Là, il faudrait qu'on soit clair. En d'autres termes, la justice, dans sa marche vis-à-vis de l'idéal de justice, dans sa marche dans le cadre de la répression de cette tuerie, nous l'invitons justement à ce que cette activité s'inscrive dans le cadre du respect des droits de l'homme. Dans une déclaration rendue publique lors de cette rencontre, ces organisations demandent au gouvernement d'ordonner le retrait de toutes les forces de défense et de sécurité actuellement postées à Womé, d'éviter les arrestations arbitraires, abusives et de tout pillage ou vol des biens des populations. L'État a déployé un impressionnant dispositif militaire et qui a pris d'assaut le village. Et au jour d'aujourd'hui, ce dispositif militaire est en train de se livrer à des pillages, au vol des biens appartenant aux populations, à la destruction du village. Donc on a enregistré, comme je l'ai dit, des cas de pillage, des cas de vol, des maisons décoiffées, pillées, et les animaux même quelquefois sont abattus pour nourrir les forces militaires qui sont positionnées dans la localité. Par ailleurs, les conférenciers condamnent avec la dernière rigueur le traitement subi par les journalistes et les organisations des droits de l'homme qui se sont rendus à Womé pour des fins d'enquête. Dans la même lancée, ils demandent au gouvernement de veiller à la protection des défenseurs des droits humains. Le ministre du Commerce a bouclé sa campagne de sensibilisation sur Ebola samedi dans la préfecture du Guéguédou. À la maison des jeunes, Marc Yombouna a appelé les populations à accepter les agents de Médecins sans frontières, à respecter les règles hygiéniques pour prévenir l'épidémie. Il s'est également rendu dans les villages réticents à la sensibilisation contre le virus. Le reportage de notre envoyé spécial, Mfali Iguilavogui. La maison des jeunes de Guéguédou a fait son plein. Les habitants de la localité ont écouté religieusement les messages du ministre du Commerce qui a invité les malades à se rendre tôt au centre de traitement d'Ebola pour être sauvés. Marc Yombouna a appelé les citoyens de Guéguédou à respecter au pied de la lettre les règles hygiéniques. Nous avons procédé un peu à faire en sorte que nous mettons des aspects ludiques, c'est-à-dire en faisant des jeux, des questions-réponses où on a amené la population à ressortir, à nous démontrer sa capacité de maîtrise des messages. Donc par des questions-réponses, on avait des petits cadeaux et chacun a donné de bonnes réponses et tous les cadeaux ont été attribués. Les responsables des partis politiques, les chefs de quartier, les associations de jeunes et de femmes ont reçu des kits sanitaires. Ma satisfaction est totale du fait que j'ai bien répondu à cette question de l'origine de l'Ebola et qu'on arrive à me donner un cadeau, un poste radio. Vraiment, je m'en réjouis beaucoup. Je souhaiterais même passer famille par famille pour pouvoir sensibiliser la population afin de se protéger contre ce virus Ebola. Moi, je parle au nom de RD. Notre parti a eu 5 flacons avec tous les partis politiques. Même le RPG a eu 5 flacons de désinfectants. Cela signifie vraiment qu'on commence à se donner la main.
du centre-ville de Kékédou, nous voici dans les zones dites de réticence à la sensibilisation contre le virus Ebola. Première étape, la sous-préfecture de Wende Kenema. Les messages du ministre du Commerce semblent tomber dans de bonnes oreilles. Nous sommes très contents, entièrement satisfaits de l'enseignement déployé par son Excellence le ministre du Commerce. Après lui, nous allons continuer à lutter contre cette maladie en allant dans chaque foyer. Le choix des zones frontalières n'est pas fortuit. Wende auparavant avait rejeté certaines missions de sensibilisation. Il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de problème et toutes les équipes peuvent venir sensibiliser. Et eux-mêmes, vous avez vu déjà, il y a des kits de lavage, de nettoyage des mains au niveau du centre et au niveau de certains bureaux. Wende est une zone frontalière et vous savez que la Sierra Leone a beaucoup de cas de cette maladie. Et il y a des échanges au niveau des frontières. C'est pour venir sensibiliser nos populations, les prévenir de ce qu'il ne faut pas faire. Le ministre du Commerce a bouclé sa tournée à Nongwa, une sous-préfecture qui fait frontière à la République sierra-léonaise. À quelques encablures du fleuve Makona, une équipe mixte composée de médecins et de militaires veille au respect strict de l'état d'urgence sanitaire. Pour l'heure, le débarcadère qui lie les deux pays est fermé. Conakry est toujours envahi d'ordures de toutes sortes et ce en dépit des opérations d'assainissement lancées par les autorités. Les lieux publics, notamment les marchés, sont jonchés d'ordures qui dégagent une odeur nauséabonde. Une situation de la vie de certains favorise la propagation de la fièvre Ebola. Un reportage à Boubacar Sidiki Mané. La problématique de l'insalubrité se pose toujours dans la capitale et cela malgré les efforts des autorités à assainir la ville. Certains quartiers comme Kipé Centre Émetteur et Ratoma Centre croupissent sous le poids des ordures. Une pollution dit-on néfaste pour la santé publique. Les ordures nous fatiguent, surtout en cette période de maladie. Les ramasseurs ne viennent pas. Nous faisons tout auprès de ces ordures. Avec cette maladie, on n'a pas les moyens et nous ne sommes pas les seuls à jeter les ordures ici. Vraiment, nous souffrons. Selon cet autre citoyen, les habitants ont leur part de responsabilité dans la gestion des ordures. Ça, c'est des ordures qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça s'est accumulé petit à petit. Vous savez, une question d'ordure, c'est une question personnelle d'abord. Il faut savoir gérer les ordures du ménage. Quand je vais finir de ramasser ces ordures, personne ne mettra là-bas maintenant. Chacun n'a qu'à s'abonner. Et les PME là viendront. Dans le marché de Taouya, certains habitants tirent la sonnette d'alarme et demandent l'aide de l'autorité. Les gens des quartiers qui viennent mettre des ordures, parce qu'ils ont inventé le dépotoir ici. C'est pour prendre responsabilité, pour qu'on ne mette plus d'ordures ici. Le moment qu'on est là, c'est difficile. Mais ce qui est plus important, pour avoir responsabilité pour qu'on ne mette plus d'ordures ici. L'insalubrité, une situation préoccupante pour les dirigeants, surtout en cette période d'Ebola. En fait sport, pour boucler cette édition, faut-il parler de match difficile pour la Guinée à Accra ce mercredi contre les Black Stars du Ghana? Les avis de certains cadres du football guinéen démontrent bien le contraire. Un match retour pourtant décisif pour la Guinée qui est condamnée de toute défaite dans la suite de sa campagne éliminatoire pour la CAN 2015 au Maroc. Abdramanba. On peut gagner, sur le football on peut gagner, on peut perdre encore, on ne sait pas, mais quand même vraiment c'est un match qui est très difficile. Je veux que vraiment les Guinéens gagnent. Puis moi, mon problème, quand je vois mon équipe en Coupe d'Afrique, ça me fait beaucoup de choses. Témoignage pessimiste d'un amoureux du cuiron sur une probable victoire du Chili au Ghana. Chose qui dessine toute la complexité de ce déplacement. Après le match nul concédé ce week-end à l'aller au Maroc, les écarts sont désormais resserrés dans ce groupe E. Un groupe où toutes les équipes peuvent se qualifier. Ce qui donc rend tout jouable dans ce groupe, rappelle l'entraîneur de l'équipe cadette nationale. C'est jouable, rien n'est fini dans ce groupe, rien n'est fini, c'est jouable.
Le Ghana quand même est un peu devant. La Guinée reçoit 2 équipes au Maroc, si c'est toujours délocalisé. Mais il faut comprendre que c'est jouable. On peut aller. Il faut espérer. Il faut pousser les jeunes à aller de l'avant. On ne doit pas se décourager. Condamné de toute défaite, le 11 national doit mieux aborder toutes ces rencontres qui commencent par le Ghana. Et pour y arriver, Amidou Camara souligne quelques imperfections à corriger. Je compte entièrement sur les jeunes parce qu'on a quand même des jeunes très bien doués, très bons techniciens qu'on a surtout devant. Et il faut seulement retravailler. L'entraîneur va retravailler, il comprend. Il va retravailler la défense. Quand on défense, ce n'est pas seulement les défenseurs. Quand on perd le ballon, tout le monde doit être derrière le ballon pour défendre. Poursuivant, cet autre supporter confie que le Ghana était un mauvais joueur à domicile, une faiblesse dont la Guinée devrait bien exploiter. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Nous revoir sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.